peut commencer, hein. Chers professeurs, chers étudiants, chers collègues, mesdames, messieurs, nous nous réunissons aujourd'hui pour célébrer le bicentenaire de la naissance de Louis Pasteur. Alors Louis Pasteur, tout le monde le connaît, le vaccin contre la rage, la pasteurisation qui permet de conserver les aliments, donc quelque chose de très connu. Mais Louis Pasteur est également considéré comme l'un des pères fondateurs de la microbiologie, terme qui signifie, je pense que vous le savez même mieux que moi, puisque c'est un terme grec, microbiologie, qui signifie la science des êtres vivants de petite taille, sous-entendu quelque chose que l'on ne voit pas, des êtres vivants que l'on ne voit pas. Cette science a depuis pris un essor considérable. Dans le domaine médical, bien sûr, hein, on peut souligner le cas des maladies infectieuses émergentes, comme celle qui a concerné le monde entier à travers la pandémie du virus SARS-CoV-2, mais également dans le secteur agroalimentaire, à travers la maîtrise des fermentations, donc, fabriquer du pain, fabriquer de la bière, fabriquer du yaourt, fabriquer du fromage, tout ça, ça demande une certaine maîtrise. Et ça demande la maîtrise des différents ferments concernés. La conservation des aliments. Plus récemment, les études scientifiques s'intéressent aux micro-organismes dans l'environnement, qui jouent un rôle majeur dans l'équilibre des écosystèmes et surtout dans le maintien de la biodiversité. Mais je dirais, au-delà de toutes ces découvertes, Pasteur nous a apporté quelque chose d'essentiel, ce qu'on appelle l'esprit Pasteur, c'est-à-dire une réflexion sur ce que doit être une conduite, une démarche scientifique, empreinte de rigueur, de résultats largement diffusés auprès d'une communauté internationale et soumis à débat, à controverse. Bref, une certaine idée de ce que doit être un scientifique au service du bien commun. Ce soir, nous honorons la mémoire de ce grand scientifique en proposant 2 événements organisés par l'Institut français de Grèce en partenariat avec l'Institut Pasteur hellénique, représenté par son directeur général, M. Stathis Gonos, que nous remercions d'être présents ce soir, et en partenariat bien sûr avec l'Institut Pasteur de Paris. Le premier événement est une conférence intitulée « Louis Pasteur aujourd'hui ». Je remercie les 2 intervenants, le professeur Stuart Cole, spécialiste de pathogénèse microbienne et directeur général de l'Institut Pasteur de Paris, qui nous présentera ce qu'est l'Institut Pasteur, ses missions, son ambition, l'héritage de l'esprit Louis Pasteur. Il ne peut être présent ce soir, il nous a laissé une vidéo enregistrée. La deuxième intervention est intitulée « Le laboratoire pionnier de Pasteur, notre monde quotidien ». Elle sera présentée par M. Aristote Timpas, historien et professeur à l'Université nationale et capodistrienne d'Athènes. Le deuxième événement que nous sommes heureux d'accueillir est l'inauguration de l'exposition intitulée « De Louis à Pasteur » que vous pourrez découvrir dans nos locaux. Le docteur Sissi Koliva de l'Institut Pasteur hellénique vous présentera les différents tableaux de l'exposition. Mais tout d'abord, en guise d'introduction générale, je voudrais donner la parole à M. Stathis Gonos, directeur général de l'Institut Pasteur hellénique. Monsieur Stathis, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie, cher directeur de l'Institut français, chers collègues, mesdames et messieurs. C'est un grand plaisir de représenter l'Institut Pasteur, de co-organiser cette exposition avec l'Institut français, un pionnier de la science, un des pionniers de la science qui a ouvert un nouveau champ sur la compréhension de la pensée scientifique. Et nous avons mieux compris au cours de ces dernières années, à travers la pandémie, de l'importance du traitement de pandémies telles que celles que nous avons vécues.
et nous espérons que nous avons pu surmonter cela. J'ai le plaisir et l'honneur de représenter l'Institut Pasteur hellénique. C'est l'un des plus anciens centres scientifiques de notre pays, créé plus de 100 ans dans une région à Umbelokipi et qui a une double mission. D'une part, promouvoir la recherche et d'autre part, en collaboration avec des centres et des agences publiques, promouvoir des actions dans le domaine de la santé publique, toujours en collaboration avec l'Institut Pasteur de Paris et le réseau Pasteur. Quelques informations sur ses actions concernant sa contribution en matière de santé publique. Vous n'êtes pas sans savoir peut-être qu'il était pionnier dans l'identification du coronavirus et de la pandémie et il a une équipe de diagnostic qui identifie et étudie des organismes, des micro-organismes, effectue des analyses que vous n'allez pas retrouver dans un laboratoire chimique. Nous étendons ces analyses avec d'autres actions, comme une action qui, avec une de mes initiatives, a permis d'identifier le vieillissement, mais également d'autres actions très importantes. Par exemple, nous sommes en cours d'achever la construction d'un bâtiment et nous espérons qu'en 2023, il pourra accueillir l'unité de développement de vaccins. C'est une activité qui a été entreprise il y a quelques années à l'Institut Pasteur, mais nous espérons que ceci pourra être achevé, car ceci nécessite plusieurs démarches publiques afin que notre pays puisse développer des vaccins et ne soit pas contraint de les importer. Il y a également d'autres analyses et contrôles qui sont nécessaires et qui sont effectués par d'autres laboratoires et qui peuvent s'adresser à nous et nous pouvons leur fournir des analyses. Le deuxième pilier très important, c'est la recherche, car nous sommes effectivement un centre, un institut de recherche qui se concentre sur la compréhension des agents liés à la santé humaine. Trois piliers fondamentaux, la microbiologie, qui est une tradition, l'immunologie et la neurobiologie. Dans ces trois domaines, nous voulons non seulement comprendre les principaux mécanismes qui traitent de ces organismes, mais également pouvoir fournir des analyses, des méthodes, développer des méthodes et des procédés pour mieux aider nos concitoyens. Et dans ce sens, nous sommes entrés en contact avec des institutions et des agences publiques et privées pour arriver aux produits finis, pour atteindre notre concitoyen qui peut souffrir d'une maladie. D'autres actions sont entreprises. L'Institut Pasteur va davantage se développer au cours d'avenir. Nous avons un financement très important du fonds de relance de notre pays et nous espérons dans l'avenir avoir un bâtiment de 3300 mètres carrés afin d'avoir la possibilité d'étudier tout agent pathogène au-delà de sa toxicité. Voilà quelques actions effectuées au sein de l'Institut Pasteur à titre indicatif. Cette exposition aura lieu également à l'Institut Pasteur au 23 novembre. Le 23 novembre, vous êtes bien sûr tous invités. Je voudrais également saluer les jeunes ici présents et ceux qui sont dans le domaine de la science. Je voudrais vous féliciter d'avoir accueilli la science, car Louis Pasteur a effectivement ouvert les horizons, la nouvelle voie, et nous voulons que vous soyez à nos côtés pour pouvoir promouvoir nos services à la société civile. Merci, très bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Notre prochain intervenant, notre premier conférencier, en fait, est le professeur Stuart Cole, qui est directeur général de l'Institut Pasteur. Il vous présentera une vidéo. Bonjour, je m'appelle Stuart Cole et je suis le directeur général de l'Institut Pasteur et j'ai le plaisir de vous présenter un petit séminaire autour de l'Institut Pasteur et notre fondateur Louis Pasteur, dont c'est le bicentenaire cette année. Louis Pasteur était un scientifique de grand renom dont la vie a été dédiée à la science. Il a travaillé dans différents domaines, en chimie,
sur la dissymétrie moléculaire, en biotechnologie, où il a été un pionnier de la pasteurisation de la bière et du vin, et il a également apporté ses contributions à la compréhension des maladies des vers à soie. Il est particulièrement connu pour ses découvertes en microbiologie et en maladies infectieuses. Et c'est grâce à Louis Pasteur que la théorie de la génération spontanée a été infirmée. Louis Pasteur était le cofondateur de la microbiologie, une belle discipline scientifique. Plus tard dans sa vie, il s'est intéressé à la vaccinologie, donc la création de vaccins. Dans un premier temps, il a créé un vaccin vétérinaire qui protège contre le charbon chez les moutons. Et puis, plus tard, il s'est intéressé à l'homme et il a mis au point le vaccin contre le lavage. Et il a notamment sauvé la vie du Joseph Mystère qu'on voit ici, qui était le premier sujet à recevoir le vaccin contre la rage. Ce vaccin a eu un tel succès qu'il a donné lieu à l'Institut Pasteur qui a été inauguré en 1888. Cette année, c'est le bicentenaire de Louis Pasteur et cela a été célébré par différents événements et initiatives, notamment la publication de livres, de timbres, des expositions, des œuvres d'art, mais aussi par des conférences en France et à l'international, par exemple à l'Institut Pasteur, à l'Académie des sciences, l'Institut Pasteur hellénique au Danemark et au Royaume-Uni et ainsi de suite. Il y a également donc l'exposition de Louis à Pasteur, une exposition qui retrace la vie de Pasteur que nous inaugurons ce soir à Athènes. L'Institut Pasteur est géré par ce que nous appelons l'héritage de l'esprit Pasteur. Et Émile Roux, un des premiers collaborateurs de Louis Pasteur, l'a défini ainsi. L'esprit pasteurien, c'est la foi scientifique qui donne l'ardeur au travail, l'imagination qui inspire les idées, la persévérance qui les poursuit, la critique qui les contrôle, la rigueur expérimentale qui les prouve. Et cela est toujours d'actualité. Et ici, à l'Institut Pasteur, nous avons une certaine conception de comment on doit faire la recherche. Et ça s'inspire de la compréhension des mécanismes du vivant. Nous espérons que nos recherches auront un impact sur la santé humaine et que nos connaissances seront transmises aux générations futures de différentes manières. L'Institut Pasteur est une fondation privée reconnue d'utilité publique qui existe depuis plus de 130 ans. Notre ambition est de faire avancer la recherche au service de la santé humaine. Et pour faire cela, nous avons 4 missions. La recherche fondamentale, la santé publique, la formation et l'innovation. Et ici, vous voyez en grand plan l'Institut Pasteur où a travaillé Louis. Quelques chiffres autour de l'Institut Pasteur de nos jours. Le campus héberge actuellement pas loin de 2900 collaborateurs. Il y a 143 entités de recherche et 25 plateformes technologiques. Il y a 77 nationalités différentes sur le campus et nous avons une majorité de femmes. Le budget de l'Institut Pasteur en 2021 était de l'ordre de 350 millions d'euros. Plus d'un tiers de ce budget vient de la générosité du public, un tiers des subventions et contrats publics, et le reste, ça vient de nos ressources propres et d'autres revenus. Et je veux souligner l'importance majeure qui représente pour nous les dons, les legs et le mécénat, c'est-à-dire la philanthropie. L'Institut Pasteur fait partie d'un réseau, ce qu'on appelle le Pasteur Network. Ce réseau consiste en 33 structures qui sont reparties dans 25 pays. Ils collaborent
autour de la recherche, la santé publique et la veille sanitaire. Et important, ils sont tous unis par les mêmes valeurs et les mêmes missions pasteuriennes. Et là, vous voyez sur la carte les différentes institutions qui font partie du Pasteur Network. Actuellement, nous sommes en 4e année du plan stratégique qui est exposé ici et qui s'oriente autour de 3 axes scientifiques prioritaires. Les maladies infectieuses émergentes, la résistance aux agents antimicrobiens et les maladies neurodégénératives. Notre ambition, c'est de dynamiser la recherche fondamentale et d'accroître son impact sur les enjeux de santé. Et on fait cela grâce au continuum qui démarre par la recherche fondamentale qui est génératrice de savoir, qui passe par la recherche translationnelle et clinique, qui débouche sur des technologies, des diagnostics, des vaccins et des thérapies, qui rentrent donc en essai et qui ont un impact sur la santé humaine. Je vais commencer par la 3e axe qui concerne les maladies de la connectivité cérébrale et les maladies neurodégénératives. Vous savez tous que cela représente un fardeau pour les systèmes de santé de nos jours et qu'actuellement, c'est plus important que le problème posé par les maladies cardiovasculaires et le cancer. C'est un fardeau en croissance. Les défaillances de communication qui résultent entre les neurones et les autres organes ont un impact considérable sur notre organisme, que ce soit au niveau de l'intestin ou au niveau du système immunitaire. L'allongement de la durée de vie privilège l'émergence de troubles neurodégénératifs et donc les gens vivent plus longtemps, donc il y a davantage de difficultés neurodégénératives. Par ailleurs, nous avons des problèmes sensoriels, des déficits comme la surdité ou des problèmes de neurodéveloppement comme l'autisme, et ainsi que les maladies neurodégénératives qui sont l'Alzheimer et Parkinson et de nos jours le Covid long. Donc tous ces sujets sont étudiés à l'Institut Pasteur à Paris. Le 2e axe du plan stratégique concerne la résistance aux agents antimicrobiens. Vous le savez tous, il y a eu une augmentation spectaculaire des infections multirésistantes et notamment contre les antibiotiques chez les bactéries. Il y a maintenant un risque que des infections courantes redeviennent mortelles. Donc, par exemple, quand on va à l'hôpital pour se faire poser une prothèse à la hanche, il y a un risque d'infection par une bactérie qui est déjà résistante à tous les antibiotiques. Donc, il faut qu'on agisse. Cette résistance concerne tous les micro-organismes, qu'ils soient les bactéries, les virus ou les champignons, ainsi que les vecteurs de certains parasites. Donc, à l'Institut Pasteur, nous essayons de comprendre les bases de l'émergence de la résistance et nous identifions de nouveaux candidats et stratégies thérapeutiques pour combattre la résistance aux agents antimicrobiens. Venons maintenant au premier axe, il s'agit des maladies infectieuses émergentes. À nouveau, on est tous conscients de la croissance alarmante de ces maladies depuis 50 ans maintenant. On sait que beaucoup de ces maladies sont d'origine animale, donc il s'agit de zoonoses. Et je dirais un excellent exemple de cela est le virus du sida qui a été découvert à l'Institut Pasteur et qui est passé donc du chimpanzé à l'homme. Et puis nous avons donc d'autres maladies de ce type comme le Zika ou chikungunya et je vais vous donner un autre exemple dans la diapositive suivante. L'Institut Pasteur est idéalement positionné pour faire face aux maladies infectieuses émergentes
parce que nous disposons des atouts en recherche, mais aussi nous avons des centres nationaux de référence et des centres collaborateurs de l'Organisation mondiale de la santé. Et nous sommes également membres du Pasteur Network. Autour des maladies infectieuses émergentes, nous cherchons à comprendre les mécanismes pathologiques, comment les virus deviennent pandémiques et comment ils réémergent suite à une période de silence. Et nous cherchons évidemment à trouver des solutions, que ce soit les approches diagnostiques, vaccinaux ou thérapeutiques. Maintenant, je vais vous donner l'exemple suprême d'une maladie infectieuse émergente, c'est la COVID-19, qui résulte de l'infection par le SARS coronavirus 2. L'Institut Pasteur s'est mobilisé de manière exceptionnelle pour faire face à la COVID-19. Plus de 500 scientifiques se sont réunis pour combattre ce nouveau fléau. Le travail a donné lieu à plus de 450 publications, à 25 inventions, c'est-à-dire protégées par le dépôt d'un brevet, et nous avons aussi créé 2 startups issues de brevets liés à la crise COVID. Je vais vous donner quelques exemples de nos différentes contributions. L'Institut Pasteur était le premier institut en Europe à séquencer le SARS coronavirus 2. Cela nous a permis de mettre au point un test diagnostique pour les patients qui a été grandement utilisé en France. Nos chercheurs ont également réalisé des analyses phylogénétiques et mis au point des tests sérologiques pour décrire et cartographier l'épidémie. Nos chercheurs ont également modélisé et visualisé l'évolution de la pandémie en temps réel et conseillé le gouvernement par rapport aux mesures nécessaires pour le contrôler. L'Institut Pasteur a développé des candidats vaccins qui sont partis en essais cliniques. L'Institut Pasteur a également entamé des recherches pour trouver de nouveaux agents antiviraux et nous en avons un qui est actuellement en essai clinique. Je vais terminer en vous donnant un exemple de comment la recherche fondamentale peut être utile pour comprendre les propriétés biologiques du SARS coronavirus 2. C'est un exemple très visuel et j'espère qu'il va vous plaire. Donc, nous allons répondre à la question pourquoi le SARS coronavirus 2 mène à la pneumonie. Et donc ici, vous avez donc le système respiratoire, donc les poumons sont là, et là ici, vous avez les bronches. Donc, le système respiratoire a différentes cellules à l'intérieur. Et dans les bronches, il y a des cellules calciformes qui produisent un mucus visqueux qui piège les particules qui sont inhalées lors de la respiration. Et ici, donc, vous voyez ces cellules calciformes. Il y a également des cellules ciliées qui ont donc des cils, ici que vous voyez ces filaments en surface. Et les cellules ciliées, eux, leur rôle, c'est de déplacer la couche de mucus qui est produit par les cellules calciformes vers le pharynx et ensuite elle est avalée. Donc c'est un système, un mécanisme naturel pour nettoyer les voies respiratoires qui existent au sein de nos poumons. Et en quelque sorte, on peut comparer ça à un escalateur. Ça prend les particules qui ont été inhalées et ensuite ça les fait monter vers la trachée et ensuite elles sont soit expectorées, soit avalées. Donc, que fait le SARS coronavirus 2 suite à l'infection des cellules ciliées? En fait, il les détruit.
Ici, vous avez un cliché pris par microscopie électronique à balayage où vous voyez les particules virales qui sont colorées en bleu et les cils sur la surface des cellules ciliées. Et ce que vous voyez, c'est que quand les cils sont infectés par le SARS coronavirus 2, il y a une destruction qui en résulte. On voit cela mieux à plus haute résolution. À gauche, vous avez un exemple d'un tissu non infecté et vous voyez que les cellules ont beaucoup de cils en surface. Alors que suite à l'infection par le SARS coronavirus 2, nous avons beaucoup de destruction de cellules ciliées et donc des lésions au niveau du tissu. Cela explique un grand nombre de propriétés dues au SARS coronavirus 2. Les cellules ciliées qui sont dans les branches sont très susceptibles au SARS coronavirus 2 parce qu'ils portent le récepteur en grande quantité. Le SARS coronavirus 2, une fois à l'intérieur, il détruit les cils qui sont responsables pour la mobilité au sein des poumons. Et en faisant cela, il inhibe la clairance mucociliaire. Donc, pris ensemble, ça veut dire que ça facilite la dissémination de SARS coronavirus 2 plus loin dans les poumons, donc vers les alvéoles pulmonaires, donc ça descend des branches. Cela entraîne des infections secondaires, que ce soit par des bactéries et parfois par les champignons, et en combinaison avec l'inflammation qui en résulte, il y a une pneumonie qui s'installe. Et comme vous savez tous, pendant la phase aiguë de la crise COVID, beaucoup de personnes sont mortes de pneumonie. Et maintenant, je vous ai expliqué le mécanisme derrière cela. Je vais terminer ma présentation en posant une question. Et si Pasteur était avec nous actuellement, qu'en penserait-il de l'Institut Pasteur? Je pense qu'il constatera que nous réalisons toujours une recherche de pointe au service des progrès de la santé humaine. Il constatera que nous avons une stratégie qui s'oriente autour de projets ambitieux. Il constatera également que l'Institut Pasteur a un grand rayonnement international grâce au réseau qui porte son nom, le Pasteur Network. Je pense qu'il serait fier de voir que son institut est toujours en croissance et que nous construisons de nouveaux bâtiments pour la réalisation de la recherche de pointe. Et j'espère qu'il se réjouira de la confiance que nous plaçons dans la jeunesse et la confiance que nous avons dans l'avenir. Je vais terminer en vous remerciant pour votre écoute et en vous rappelant que de nos jours, l'Institut Pasteur reste fidèle à l'esprit et à l'ambition de ses origines. Et nous pouvons espérer que Louis Pasteur serait toujours fier de nous aujourd'hui. Donc, merci beaucoup pour votre écoute et bye. Donc, merci, Monsieur Cole. La deuxième conférence sera présentée par Monsieur donc, Aristotelis Timpas. Et j'ai perdu le titre de son laboratoire pionnier de Pasteur, Notre monde quotidien. Donc, vous avez la parole. Juste ouvrir le... Exposition qui passe. Voilà.
Bonsoir, merci pour l'invitation. Je remercie l'Institut Pasteur et l'Institut français. Je remercie les directions respectives pour cette invitation. Bonsoir à tous et à toutes. Je suis particulièrement heureux d'être ici, présent. Et je suis également très heureux de voir les jeunes étudiants et étudiantes. L'intitulé de mon introduction vient d'être présenté, le laboratoire pionnier de Pasteur, notre monde quotidien. 1936, salle de cinéma Orfers à Athènes, l'histoire immortelle d'un homme immortel. Louis Pasteur, premier rôle, Paul Meunier, qui a reçu l'Oscar. La vie et l'histoire de Louis Pasteur occupent depuis plusieurs années l'actualité et même un film a été tourné à Hollywood. Jamais la société grecque n'a été si présente pour participer à un spectacle tel que celui qui sera présenté dans la grande salle de cinéma. Nous ne sommes pas une salle aujourd'hui, mais la société d'après-guerre a pu suivre l'histoire de cette bataille, de cet homme immortel. Ce n'était pas un cas unique. Il y avait une présence très forte d'un certain pasteur, comme le disaient certains écrivains comme Marios Mellissinos. En 1906, déjà, à une époque si lointaine, après ce long 19e siècle, comme dit Baum, qui se termine par la Première Guerre mondiale, en 1906, Marios Mellissinos a écrit un livre intitulé « L'œuvre de Pasteur » qui a été publié par l'Association des livres utiles à promouvoir en 1906. Et nous y avons déjà la 3e édition en 1933. Aujourd'hui, j'ai constaté il y a quelques jours que dans la librairie, il y a des livres, de nombreux livres d'ailleurs, qui sont publiés. Je vais vous les présenter, comme celui de Louis Pasteur, les grandes découvertes, les grands inventeurs. Donc, Louis Pasteur a été caractérisé comme une personne qui a fait de grandes découvertes, et pas seulement comme un grand scientifique, mais également d'autres vidéos, Louis Pasteur, Marie Curie. Donc, Louis Pasteur, c'est une grande personnalité, une figure emblématique, comme il résulte de cette image qu'a le grand public. Pasteur et la bataille contre les microbes, également publié en grec, mais je n'ai pu trouver le livre de l'écrivain français que j'apprécie beaucoup, qui est décédé récemment et qui a contribué à la philosophie de la science, mais également de l'anthropologie, un grand penseur. Je proposerai d'ailleurs à l'Institut français d'honorer son œuvre. Nous sommes prêts à y collaborer. Bruno Latour, Pasteur, bataille contre les microbes. C'est un livre qui a été publié, mais qu'on ne retrouve plus dans les librairies. 1923, l'Université d'Athènes, le 31 mai 1923. Vous avez les procès-verbaux de cette conférence et vous pouvez voir ce qui a été discuté en 1923, Pasteur sans le centenaire. Et bien sûr, c'est une soirée inédite ce soir, mais comme vous pouvez constater, des commémorations à l'honneur de Pasteur préoccupe la communauté scientifique depuis plusieurs années. Tout intéresse lorsqu'il s'agit d'une figure emblématique comme celle de Pasteur. Il y a également des ouvrages académiques qui présentent
à travers certains tableaux les progrès de la science médicale où tout commence par Pasteur jusqu'à polio. Un livre emblématique de Bert Hansen. Autre hommage très important d'un journal très lu en Grèce, Louis Pasteur, le père de la microbiologie. C'était le père de nombreuses choses, Pasteur, mais j'y reviendrai par la suite dans ma présentation. D'autres collègues de l'Institut Pasteur ont écrit des articles très importants. Retenez cette image. Vous pouvez voir ceci en haut de l'écran. Cette photo, ce cliché, vous pouvez voir que le cas Pasteur a été étudié, qui se fonde sur un tableau de Albert Eldenfeld de 1885. Ce n'est pas une photo, c'est une photo où le peintre, c'est un tableau où le peintre montre ce qu'il souhaite. Et là, vous pouvez voir les nouvelles tendances dans la peinture qui prennent des distances de la peinture, du naturalisme, de la représentation, qui souhaitent libérer l'artiste et lui permettre de représenter ce qui est pour lui important. Vous pouvez voir ici l'article « La collaboration entre l'art et la science » pour le développement de ces tableaux, et vous avez ici la création d'une icône médicale. Je cite cela à titre indicatif qui permet de voir comment on peut étudier l'histoire de l'art et de la médecine et comprendre plusieurs choses que l'on ne peut appréhender. Chaque peinture, chaque représentation de Pasteur joue un rôle considérable en raison de cette figure, de sa figure emblématique. Parmi ce que j'ai choisi de vous présenter, ce sont quelques extraits que je considère représentatifs de la façon dont la société, et notamment les sociétés occidentales, du modernisme ont appréhendé sa contribution. Ici, vous pouvez voir un extrait du Scientific American. Nous sommes en 1895, à l'époque du décès de Pasteur. C'est une revue de grande renommée dans le domaine de la diffusion de la science. J'ai été étonnée de ces extraits dédiés à Pasteur et très importants pour mieux comprendre et évaluer sa contribution 200 ans plus tard. D'après le rédacteur de l'article, Pasteur a fait ce que personne n'avait fait auparavant, c'est-à-dire atténuer les difficultés de l'être humain, de toute personne vivante ou morte. Et ceci, il a pu le faire avec quiétude, avec sérénité, contrairement au tabac, au bruit, à ce qui existe dans nos parlements qui débattent sur les changements de sociétaux. Ceci a eu lieu de manière très sereine. Et il dit « He lived in the laboratory ». Il vivait dans le laboratoire. Il ne vivait pas que dans le laboratoire, mais une grande partie de sa vie, il se trouvait dans le laboratoire. C'était l'endroit où il se sentait très à l'aise. Il vivait dans le laboratoire, ce qui peut justifier l'intitulé, le titre de ma présentation. Un extrait de 1923, il y a 100 ans depuis donc cela. C'est un article qui a été publié dans une revue internationale très importante sur la diffusion de la science et où j'ai tiré cet extrait très intéressant.
C'est une référence à la contribution de Pasteur à l'humanité et à la médecine. Et l'article commence en disant, en s'inspirant d'un extrait de la littérature grecque antique, qui, comme les anciens Grecs, disait qu'il faut avoir Dieu en soi. C'est ce que Pasteur disait. Il était inspiré donc par cela. Permettez-moi de consulter mes notes. Ce que j'apprécie dans cet article, c'est un extrait que je vais vous expliquer tout de suite. En commençant en étant chimiste au début, ensuite il s'est intéressé à la microbiologie, ensuite au traitement des maladies des animaux et des hommes. La manière dont les choses ont évolué, il apparaît que ceci, pour lui, était une évolution naturelle. Je suis entièrement d'accord. L'œuvre de Pasteur ne peut être la jonction de contributions. Il y a une logique interne qui prévaut dans ses travaux et je pense que ceci peut être mis en évidence 200 ans après. Autre élément très important dans cet extrait, après avoir décrit les diverses concours et contributions de Pasteur, l'article de 1923 dit « La France a donné à l'humanité cet homme. La France, sereine, radiante, avec la beauté qu'était la Grèce. » Donc, il y a un lien qui est fait entre la France et la Grèce, France-Grèce Alliance. Lecture en anglais. Donc, il y a une corrélation avec la Grèce antique. Il relie la Grèce. Donc, il faut avoir une inspiration divine. La contribution de la France à la modernité, en tenant compte apparemment de la Révolution française. Et il y a une corrélation avec la contribution de Pasteur. Pasteur a contribué énormément à cela. Il s'agit donc d'une classification que vous pouvez voir ici d'un certain Michael Hart, très controversé. Il fallait oser pour écrire en 1978, lorsque le livre a été publié, les 100 personnalités qui ont un plus grand impact sur l'humanité. Comme le rédacteur, l'écrivain le dit, il n'est pas intéressé par toute contribution, mais une contribution qui a eu un impact sur l'humanité. Et il essaye de l'évaluer. Ce que vous voyez là, ce n'est pas l'édition de 1968 où Pasteur était plus bas que Karl Marx, qui ont vécu à la même époque. Ici, vous voyez l'édition de 1990, après la chute du mur de Berlin, et l'écrivain revoit sa liste, il enlève Marx, etc., et il place Pasteur à la 11e place après Einstein. C'était un livre très réputés. Apparemment, les historiens des sciences ne veulent pas les reconnaître comme des livres scientifiques, mais très importants pour mieux appréhender l'esprit d'une époque. J'ai trouvé également très intéressant la manière dont ont été décrites sur les 4 pages ce qui était important pour lui, Pasteur. S'il avait tout fait tout seul, je l'aurais mis en première place. Mais étant donné que les travaux de Pasteur étaient des travaux collectifs, je l'ai inscrit à la 11e place. Je suis un historien de la technologie. Galilée est à la 12e place.
imaginez l'importance de la 11e place. Je dirais que la révolution industrielle du 19e siècle prend de l'avance par rapport à la révolution scientifique antérieure. Newton et Einstein ont une meilleure place. Ils sont positionnés jusqu'à la 10e place, mais Pasteur, il est vrai, est mis avant Galilée, est positionné avant Galilée. Je vous ai déjà parlé de Marx et Lénine. Cette comparaison est tout aussi intéressante car Lénine a été considéré par certains qui ont étudié la Révolution française et l'époque qui se termine par la Révolution russe, une révolution. Lénine allait construire un État, édifier un État. Le fait que Marx n'occupe plus cette place démontre la durée de la contribution de Pasteur dans la constitution d'un État. Si ces livres sont un point de référence, lui, Pasteur, a contribué donc davantage à la constitution d'un État, plus que Marx et Lénine. Mais comment, aujourd'hui, voyons-nous l'histoire de Pasteur 200 ans plus tard? J'ai commencé en faisant référence à des histoires sur l'histoire de Pasteur telles que son image publique la représente. Dans un laboratoire privé tel que celui de Pasteur, peut-on trouver des notes de Pasteur issues de son laboratoire qui permettraient de dire qu'il avait commis certaines erreurs, il s'était impliqué dans certaines controverses, ou Pasteur s'était impliqué dans ce genre de bataille. Je crois qu'il y a quelque chose de très intéressant. Pasteur ne voulait pas que ces notes de laboratoire soient publiées. Et je dirais qu'il avait raison, car dès leur publication, ces notes n'avaient plus aucun intérêt, ou du moins un intérêt minime, car ce qui importe pour moi, il n'importe pas de rédiger un livre comme celui de Gerald Gayson sur la façon dont Pasteur n'a pas travaillé seul, il avait des collaborateurs, il avait été impliqué dans des controverses, il avait également ses échecs. Comme il résulte des notes de ces laboratoires, pour moi, l'approche la plus fertile, celle de celui de Bruno Latour, ce grand philosophe français dans sa publication en anglais, La pasteurisation de France, où ce qui importe, c'est l'image, c'est l'histoire très riche, non pas du laboratoire Pasteur, mais du laboratoire tel qu'il a été communiqué, présenté au cours de ces 200 ans. Ce qui importe ici, ce ne sont pas les notes personnelles d'un scientifique au laboratoire, mais comment ceci a été transformé en quelque chose qui a abouti à renforcer cette culture industrielle. Et je trouve que cette approche de Bruno Latour est beaucoup plus intéressante. Pourquoi Pasteur avait raison de dire que mes notes personnelles n'avaient pas un grand d'intérêt? Ce qui était important, c'était le consensus d'une société sur le mode d'organisation de la société et non pas ces moments où il y avait des divergences au sein de la communauté scientifique. C'est un argument difficile, mais très important. Tout d'abord, nous avons des articles tels que celui de 1922 sur le mythe et la réalité concernant Louis Pasteur, où les rédacteurs
importante de démontrer ce qui était important entre les vaccins et d'autres découvertes qui doivent être reconnues à Pasteur. Mais tous ces articles ont une chronologie. La chronologie, ce n'est pas de l'histoire. Je peux vous citer tous ces événements par ordre chronologique pour vous dire ce que le laboratoire Pasteur a pu réaliser. Ce que je considère très important, ce sont ces moments très importants qui mettent en évidence l'image publique de Pasteur. Et je vais conclure par les propositions de Bruno Latour qui nous dit ceci. Il constate que l'élément le plus important pour la science, c'est de démontrer qu'il y avait une contribution de manière indisputable à la science et non pas essayer de démontrer que là, Pasteur n'a pas contribué à 100%. Mais de moins, il y avait une moindre contribution. Il importe donc de comprendre la science à travers une réussite spécifique. Et Bruno Latour nous dit que pour comprendre Pasteur, il faut comprendre que la réussite de Pasteur consiste au fait qu'il a convaincu le public que ce qu'il y avait dans son laboratoire, qu'à travers que depuis l'industrie qu'il a influencé avec ses procédés de la pasteurisation et jusqu'à l'hôpital, l'établissement hospitalier public, à travers les vaccins, l'immunisation, aurait dû organiser comme son laboratoire. Il a donc pu convaincre de cela et c'est ce qui fait l'importance de Pasteur. Et le moment est approprié pour parler de la contribution de Pasteur. Je ne vais pas vous parler en tant qu'ingénieur chimiste, mais plutôt en tant qu'historien. Ma deuxième casquette. Selon moi, Pasteur fut un modèle au cœur de cette période marquée par l'émergence de l'industrie comme les contemporains de Masque, c'est-à-dire l'émergence de la grande industrie. Pasteur apparaît sur la scène de l'histoire lorsque nous avons cette transition au capital industriel. Et c'est ce qui permet de comprendre qu'il y a autour de l'environnement ces techniques, ces matériaux, que nous sommes arrivés à tel point en matière d'histoire, de technologie, où nous pouvons distinguer les micro-organismes, les microbes, les bactéries, les champignons, les virus. On peut en faire l'indistinction. Nous avons des techniques qui nous permettent de les distinguer, de les isoler du reste des êtres vivants, tel l'individu, ou des produits que nous souhaitons produire, produits laitiers, etc. Étant donné qu'il comprend très bien tout cela, qu'il a d'excellents procédés, une expérience qui lui permet de le faire, de faire ces distinctions au sein de son laboratoire, il est en mesure de proposer des usages publics, comme je l'écris, de l'industrie au secteur hospitalier. Pasteur n'aurait pu être un scientifique
dans l'Antiquité, car dans l'Antiquité, nous n'avons pas cet environnement qui apparaît au XVIIIe siècle dans les grandes villes grâce à l'industrie, où la concentration de la population est tellement importante, où il convient de faire cette distinction. Cette fréquentation, cette densité de la population qui apparaît à l'époque du développement de l'industrie impose cette distinction. Pasteur, si vous voulez, est une personne pragmatique. Lorsque le lait et le fromage est directement consommé, il n'y a pas de problème. Mais si vous le consommez dans une société industrielle après une longue période, eh bien, il faut être en mesure de faire cette distinction afin d'éviter tous les problèmes. Par conséquent, Pasteur n'est pas un scientifique de toute époque, c'est le scientifique de son époque. Et au sein de cela, on pourrait parler de caractère central de la science par rapport au Parlement. Dans le domaine politique, nous, les historiens de la science et de la technologie, tenant compte de la philosophie de Latour, nous pensons que des institutions telles que le Parlement, qui est le champ de la politique, où se crée la société de la modernité. Si ce que j'ai dit est correct, eh bien, je dirais que le laboratoire est l'environnement approprié où il n'y a pas ce brouhaha, ce bruit, comme disait le texte, où Pasteur a réalisé tout cela sans trop de controverses. Je proposerai donc, en me fondant sur Latour qui met en évidence le caractère central de Pasteur, c'est que le laboratoire pionnier de Pasteur est une institution, un modèle pour la création de nos sociétés modernes. Bien sûr, il convient de parler également aujourd'hui de la nature. Il ne s'agit pas d'un développement simple de la société. Pasteur ne s'intéresse pas à découvrir des lois d'une nature inaliénable. Ce qui l'intéresse, il souhaite que la société soit appropriée, la science soit appropriée afin qu'elle puisse être mise en relation avec la tendance de notre époque, c'est-à-dire le développement et l'instauration de cette science. C'était le génie absolu de Pasteur. Il a été défendu par la Révolution. Pasteur, dans son caractère en tant que personnalité sociale et non pas comme simple individu, c'est un cas privilégié pour comprendre notre monde. J'essaie d'expliquer la deuxième partie de mon allocution. Ce qui existe autour de nous, comme l'a démontré le directeur de l'Institut Pasteur en France, nous pouvons mieux l'appréhender si l'on reconnaît que Pasteur était une figure emblématique. Merci. Merci, Monsieur Timpas. Donc, nous concluons par cette conférence la première partie, le premier événement de cette soirée. Nous allons maintenant passer au deuxième événement, qui est l'inauguration de l'exposition elle-même. Et j'invite Madame le docteur Sissi Koliva à nous présenter cette exposition. Ensuite, nous irons visiter directement l'exposition et pourrons prendre un petit rafraîchissement.
Bonsoir. Comme vous avez pu l'entendre, 2022, c'est l'année de la commémoration des 200 ans depuis la naissance de Pasteur, et l'Institut français Pasteur, avec le musée de l'Institut Pasteur, ont créé une exposition intitulée De lui à Pasteur, et cette exposition voyage. Elle voyage presque partout dans le monde à travers le réseau des instituts Pasteur et nous rapproche de Louis Pasteur. J'estime que le titre de cette exposition, De lui à Pasteur, innovant, un titre innovant, je dirais, pour l'Institut Pasteur, nous guide à mieux comprendre la pensée scientifique de Louis Pasteur et moins, nous voyage moins à travers les différents événements scientifiques. Je dirais que Louis Pasteur concentre toutes les caractéristiques d'un scientifique, d'un chercheur plein de génie, qui le différencie d'un scientifique qui travaille dans un laboratoire. Et je pense que ce qui les caractérise, c'est l'imagination, la curiosité et l'insistance. Et pour commencer cette présentation virtuelle de l'exposition que nous allons voir par la suite au bistrot de l'Institut Pasteur, je vous demanderai de faire un bond en arrière, d'aller en France au 19e siècle. C'est la France, comme l'a dit M. Timbas, c'est l'époque où on précédait l'époque des Lumières, et je vous expliquerai par la suite pourquoi j'y fais référence. Et c'est une France qui devient de plus en plus industrielle. 1822. Louis Pasteur naît à Dole, dans le Jura, dans une famille qui n'est pas riche du tout, et il fréquente des écoles de la région. Ce n'est pas un bon élève, pas très brillant, et il est particulièrement intéressé par la peinture à l'époque, mais ensuite, il est attiré par la science. La révolution industrielle permet à un enfant de tanneur, de s'inscrire à l'école normale et d'effectuer des études qu'il achève et qu'il prépare 2 thèses en chimie et en physique. Ensuite, il travaille en tant que préparateur au sein du laboratoire de l'école normale supérieure sous la direction de Ballard. Et là, il commence à étudier des cristaux, les cristaux de sel. Pourquoi? Car ils ont constaté que ces cristaux qui ont la même composition moléculaire ont des formes différentes. Louis Pasteur, grâce à sa curiosité et à son imagination, essaie de démontrer que ces différentes formes sont dues à une différence de structure, et il nous dit que ces différences sont dues à l'emplacement différent dans l'espace, et il pose les fondements de la cristallographie. Autre chose très innovante, dans les êtres vivants, les unions présentent cette même dissymétrie moléculaire. Plus tard, il est élu, il est nommé professeur à l'Université de Strasbourg, et il rencontre Marie Laurent, qui deviendra son épouse et qui sera
sa compagne qui l'a soutenu tout au long de sa carrière scientifique. Par la suite, il devient doyen à l'université de Lille, recteur à l'université de Lille, pardon, et là, il passe de la chimie à la biologie. Comment? En étudiant la fermentation. Ce passage a eu lieu probablement car à Lille, il y avait un essor industriel dans le domaine de la production de vin et de bière. Et Pasteur, en discutant avec un de ses étudiants, il apprend qu'il y a des problèmes dans la production de l'alcool. Et il entreprend ainsi l'étude de la fermentation alcoolique. Et Pasteur, à l'époque, conclut quelque chose de très révolutionnaire, que les problèmes que l'on constate dans l'alcool, ceci est dû à au métabolisme, un certain métabolisme dans ces déchets de l'alcool. Ensuite, il effectue des expérimentations avec le ballon à col de cygne que vous voyez sur ces photos. Et ceci est repris dans le logo de tout, le ballon à col de cygne est repris dans tous les logos de l'Institut Pasteur et Pasteur Network. Grâce à ces expériences, Pasteur démontre que ces micro-organismes peuvent se trouver partout. Ils sont portés par l'air et peuvent contaminer différents composés. Je dirais que nous avons une rupture dans la science car il démontre à travers ses expériences, et je dis il le démontre à travers des expériences, et il réfute ainsi la théorie très en vogue à l'époque sur la génération automatique. Et spontanée. 1860. Il effectue des expériences sur la fermentation alcoolique, comme nous avons vu. En 1860, signé un traité de libre-échange entre la France et l'Angleterre, qui ouvre le marché anglais au vin français. Mais ces vins arrivent altérés en Angleterre et Napoléon fait appel ainsi à Louis Pasteur et l'invite à contribuer à faire face à ces maladies des vins et à trouver des moyens de les prévenir. Il implique ainsi une méthode qui consiste à réchauffer le vin pendant quelques minutes à une certaine température. C'est le procédé de la pasteurisation qui est toujours pratiqué. Après le vin, Pasteur étudie la fermentation de la bière. Il effectue des études. Et nous sommes à l'époque de l'année terrible en France, où la France a perdu la guerre contre la Prusse. Nous avons les annexions de certaines régions de la France à l'Allemagne. Et lui, Pasteur, ému par des sentiments de patriotisme inculqués dans sa famille et pour aider sa famille à relancer son économie, il l'aide à cet antagonisme à améliorer la qualité qui était instable de la bière. D'après la littérature, nous apprenons
que les revenus de la France, d'après les études de Pasteur sur la bière, ont été bien plus importants que les revenus d'après-guerre. Nous passons maintenant à ces études des vers à soie. Un autre problème économique pour la France en 1865, concernait la production de la soie et des maladies qui frappaient les vers à soie. Louis Pasteur est à nouveau invité à trouver une solution à ce problème des maladies de la vers à soie, des vers à soie, et ayant toujours en tête ces micro-organismes, il suppose et démontre après de nombreuses expériences qu'effectivement les vers à soie étaient décimés contaminés par des micro-organismes, des microbes comme ils ont été appelés plus tard, et qui étaient transmis d'un ver à l'autre. Et il propose certaines mesures sanitaires, des mesures d'hygiène pour y faire face. D'un point de vue épistémologique, il faudrait dire que c'est la première fois où l'on entend parler de la transmission de pathogènes. L'étape suivante dans la réflexion de Pasteur était bien sûr les maladies contagieuses qui concernent les animaux et les êtres humains. Il faut dire que c'est une époque où sa famille vit des moments très difficiles. 3 de ses filles meurent, son père meurt et lui-même est frappé par un accident vasculaire cérébral qui le laisse hémiplégique. Nous en sommes à 1870. Ayant à l'esprit la question de la contamination par des micro-organismes, il s'intéresse aux maladies contagieuses qui frappent les animaux et les êtres humains. À l'époque, un médecin, Robert Koch en Allemagne, estime que le charbon qui frappe les ovins est due à certains micro-organismes. Pasteur n'accepte pas ce point de vue. Il refait toutes les expériences dans son laboratoire et il les conduit au même résultat que Koch. Quelques années plus tard, Koch va découvrir ce micro-organisme qui frappe les ovins. Jusqu'à l'époque, la médecine considérait que la maladie, le malade était un mal qui provenait de l'individu, qui provenait de l'organisme. Le travail de Koch et de Pasteur ont démontré que ce mal est externe. Et ceci bouleverse la médecine. Pasteur avait, grâce à ses expériences, bouleverse la médecine au XIXe siècle. Étape suivante, l'hygiène. Là, il faut dire qu'à l'époque, en France, il y avait un mouvement, le mouvement des hygiénistes, qui visait à améliorer les conditions de vie, premièrement des travailleurs industriels, mais c'était une association d'intervention dans le domaine de l'urbanisme, de l'hygiène et de l'industrie. À l'époque, nous avons les interventions, les architectures d'Haussmann et l'architecture et le plan architectural que l'on connaît aujourd'hui à Haussmann. Et Pasteur soutient ce mouvement hygiéniste avec des expériences concrètes, avec des résultats concrets en laboratoire. Donc, sa contribution était considérable.
Parallèlement à l'hygiène, interviennent les premiers concepts de l'asepsie, c'est-à-dire les mesures à prendre pour arriver à l'asepsie, à la non-contamination par des agents. À la même époque, Lister en Angleterre introduit des méthodes antiseptiques en matière de chirurgie avec d'excellents résultats pour ce qui est de la survie des personnes qui ont subi des interventions chirurgicales. Et Semmelweis, également en Autriche, introduit des règles d'hygiène à respecter en milieu hospitalier. Nous en sommes en 1880 où Pasteur, conscient des travaux effectués par Edward Jenner en Angleterre, qui, pour protéger les hommes contre la variole, utilisait du matériau d'élevage qui avait été frappé par cette variole, la vaccine, et inoculait les êtres humains et constatait que ces personnes ne tombaient pas malades. À l'époque, l'immunisation n'était pas un concept connu. Pasteur, ayant cela à l'esprit, c'est l'approche ingénieuse d'un scientifique. Il s'est dit qu'il pouvait ainsi, en utilisant des formes atténuées de microbes, protéger les personnes atteintes de certaines maladies par certains agents pathogènes. Et nous arrivons à cette célèbre expérience qui concerne le charbon chez les ovins. Il a atténué à travers certaines cultures, certains agents des ovins. Il fait certaines expérimentations. Et c'est une expérimentation qui a été faite en public, en présence de nombreuses personnes, notamment de ses rivaux, et il acquiert ainsi une grande notoriété. L'étape suivante consistait à relever le défi de la rage. Pourquoi choisit-il la rage? Parce que la rage est une maladie très grave lorsqu'une personne en est atteinte, mais il pensait que de manière expérimentale, il pouvait travailler sur des animaux. Que fait-il dans son laboratoire? Il n'a pu identifier l'agent pathogène qui provoque la rage. Il ne pouvait le voir au microscope. Nous savons pourquoi il n'a pu le faire, car ceci était dû à un virus et il n'avait pas les moyens à l'époque pour l'identifier. Mais il est conscient qu'il peut isoler cet agent et transmettre cet agent pathogène d'un animal à l'autre. Il peut ainsi, sachant que cet agent pathogène de la rage atteint notre système nerveux, il préfère cependant dans son laboratoire avoir recours à des lapins plutôt qu'à des chiens et il transmet cet agent d'un animal à l'autre. Il effectue des cultures de la moelle épinière à travers différentes cultures et expériences pour atténuer cet agent pathogène. À travers ces cultures, il inocule des chiens et ensuite, de manière expérimentale, il les inocule par cet agent. Les chiens qui avaient été inoculés survivent. Et nous arrivons à un moment très important pour Louis Pasteur et ses collaborateurs, c'est le passage à l'être humain. Et ceci est dû à
à une mère qui vient avec son fils qui avait été mordu par un chien et qui lui demande de vacciner son fils. Pasteur décide de vacciner le jeune garçon de 12 ans qui a survécu. Et nous sommes au moment où Pasteur a développé un vaccin. Nous savons très bien que dans l'histoire de la médecine, de nombreux vaccins ont été développés. Grâce à cela, de nombreuses vies ont pu être Nous avons ensuite une école qui est créée avec des étudiants qui ont partagé sa passion pour la science. La recherche, toujours avec cette même mission, avoir effectué des recherches au service de l'homme. En 1888, nous avons l'inauguration de l'Institut Pasteur. Et les fonds pour la création de l'Institut sont dus à un appel qui a été fait à des donateurs et à des revenus des brevets des pasteurs, des revenus qui ont été réinvestis dans son laboratoire et dans la recherche. Plus tard, en 1886, les étudiants de Pasteur travaillent partout dans le monde, dans des pays qui sont confrontés à de plus graves problèmes que la France. Et nous avons une mondialisation avant la mondialisation et la création du réseau des instituts Pasteur, et dont l'Institut Pasteur hellénique fait partie. Il y en a encore 32. Et Pasteur est désormais considéré comme un bienfaiteur de l'humanité. Le 27 décembre 1882, on célèbre avec faste à la Sorbonne le 70e anniversaire de Louis Pasteur. À l'époque, il est très malade. Il est accompagné, soutenu par... il entre au bras du président de la République. Il est accueilli par une longue ovation, mais lui, Pasteur, ne peut lire sa réponse à Lister qu'il demande à son fils de faire. Et nous en sommes en 1894 où Louis Pasteur, très malade, va s'éteindre non loin de Paris. Le 5 octobre, nous avons les obsèques nationales de Louis Pasteur, comparables aux obsèques de Victor Hugo. Et Louis Pasteur est inhumé dans la chapelle qui se trouve à l'Institut. Il se trouve là où est aujourd'hui au musée Pasteur et non pas au Panthéon comme l'État français souhaitait de le faire. Et l'Institut et cet esprit traverse aujourd'hui tout l'Institut Pasteur et la science. Voyons aujourd'hui quel est l'héritage de Louis Pasteur. Je dirais que cet héritage est principalement immatériel, c'est l'esprit Pasteur, c'est l'esprit pasteurien, c'est cette perception de la science et de la recherche, c'est la façon d'appréhender l'être humain par un humanisme qui n'est pas très courant dans la communauté scientifique, c'est le réseau Pasteur.
Ce sont les innombrables découvertes et exploits, comme il a été dit par le directeur de l'Institut Pasteur hellénique. Ce sont les nombreux prix Nobel de l'Institut, c'est le développement de nombreux vaccins et de médicaments tout au long de ces années. Mais je pense qu'il est tout aussi important de dire que la formation des jeunes scientifiques mus par l'esprit Pasteur et pasteurien dans le respect des valeurs du fondateur de l'Institut Pasteur, toujours au service de l'homme. Cette exposition que nous allons voir juste après se trouve en face au bistrot. À l'entrée, vous pouvez trouver cette présentation, ce feuillet qui vous permettra de mieux suivre cette exposition. De nombreux scientifiques de l'Institut Pasteur seront présents et nous sommes prêts à répondre à vos questions, le cas échéant, tout comme Monsieur Philippe Brieux. Et je pense que nous pouvons tous ensemble voir cette exposition. Très bonne soirée à tous et à toutes. Merci. Je prends l'eau. Merci, Dr Koliva. Donc maintenant, le temps est venu. Alors, on peut, dans un premier temps, remercier tous nos intervenants de ce soir. Et nous allons pouvoir nous réunir autour de l'exposition et autour d'un verre de vin et de quelques petites mignardises.